Smart Invest vous est présenté par eToro, la force du trading social. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Smart Invest. Smart Invest, l'émission qui vous accompagne dans vos premiers pas sur les marchés financiers. Mais Smart Invest qui est également un programme d'apprentissage où 4 participants mettent en pratique les éléments que nous évoquons dans nos émissions. Au programme de cette émission, nous ferons tout d'abord un point avec David Derry, analyste de marché chez eToro, sur les portefeuilles virtuels de nos 4 participants justement. Quels ont été leurs choix ? Ont-ils été surpris comme nous avions pu le constater le mois dernier? Y a-t-il eu des questionnements particuliers? Nous verrons cela dans un instant et nous enchaînerons ensuite avec un retour d'expérience d'un des participants en plateau, puisque Mathieu Ilouz nous fera le plaisir de nous rejoindre en plateau directement. Nous aurons ensuite le plaisir d'être rejoints par Gérard Rampeau, conférencier sur la bourse, pour évoquer les différents styles de gestion qui existent sur les marchés financiers. Cela nous conduira à nous demander quelles sont les questions qu'il faut se poser en la matière. Et puis, nous finirons avec Tendance et Figures, où nous ferons un peu d'analyse technique. Cette fois-ci, ce sera Antoine Quesada, trader, formateur et coach, qui nous rejoindra. Nous tenterons de comprendre ensemble ce qu'est qu'une figure chartiste. A tout de suite. Et c'est parti pour Smart Invest. Donc nous avons le plaisir d'avoir été rejoints en plateau par David Derry, analyste de marché chez eToro. Bonjour David Derry. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. David, vous accompagnez mois après mois les 4 participants au programme d'apprentissage qui ont donc un portefeuille virtuel qui a été ouvert sur la plateforme eToro. Ces participants qui mettent en pratique la théorie qu'on peut traiter dans les émissions dans des choix de gestion au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut retenir de leurs 2 premiers mois de ce programme d'apprentissage alors que s'ouvre le 3e mois? Qu'est-ce qu'on peut retenir, David Derry? On a eu un premier mois compliqué pour la plupart des participants, avec des portefeuilles qui avaient baissé. Et puis là, on le voit, le 2e mois est un peu mieux. On voit justement que les marchés repartent à la hausse et les portefeuilles aussi des participants. Et puis on voit qu'ils continuent pour la plupart leur diversification. D'accord. Qu'ils continuent à lisser leur investissement dans le temps, notamment dans des actifs qu'ils aiment bien. Alors ces participants, c'est Mathieu, Flavie, Marie-France. Dans quel type d'actifs sont-ils investis aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont tous fait les mêmes choix? Est-ce qu'il y a des grandes disparités dans les choix d'investissement? Alors c'est assez intéressant de noter qu'ils ont pris 4 choix de stratégies différentes. Alors ça reste des stratégies long terme pour les 4, mais par exemple on voit que Mathieu Ilouz, lui, s'est plus concentré sur tout ce qui était ETF. Marie-France et Flavie se sont plus concentrés sur tout ce qui était actions, notamment pour Flavie des actions de croissance et pour Marie-France des actions de valeur. Et puis on voit Mathieu Stéphanie qui essaye un peu toutes les fonctionnalités de la plateforme, donc qui au début avait commencé en achetant des actions qu'il aimait bien et qui pensait qu'il allait surperformer. Et puis là on le voit commencer à diversifier aussi, notamment dans des smart portfolios. Il a investi récemment dans le smart portfolio des énergies renouvelables et aussi commencer à faire du copy trading. Donc si on entend souvent de manière théorique que le maître mot c'est la diversification, nos 4 participants l'ont bien compris pour le coup. En effet. Est-ce que vous constatez qu'on est face à des gestions plutôt court terme ou plutôt long terme? Est-ce que là aussi il y a des disparités? On est sur les 2 premiers mois. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements par rapport aux investissements qui ont pu être réalisés au début? Alors on est vraiment comme je le disais, sur de l'investissement long terme. Alors on voit certains participants, notamment Flavie, qui a racheté des nouvelles actions, donc par exemple qui a pris une position dans Ubisoft, qui a aussi pris une position dans DocuSign. Comme je le disais, on a vu Mathieu Stéphanie, lui, commencer à faire du copy trading. Bien sûr. Donc on voit que les portefeuilles évoluent aussi un petit peu. Donc on rajoute des positions, mais on n'en enlève pas forcément encore pour le coup. Non, au contraire même. Par exemple, pour Flavie, on voit qu'elle s'est réallouée sur Tesla, parce que le cours par rapport à son premier prix d'entrée, il avait chuté un petit peu. Et donc elle a rajouté 5% de son portefeuille sur Tesla en plus. Merci beaucoup David Derry d'être venu nous donner un petit peu l'évolution des 4 portefeuilles des participants au programme d'apprentissage. David Derry, analyste de marché chez eToro. Et dans un instant, nous aurons le plaisir de faire un débrief, cette fois-ci avec un participant directement cette fois-ci, puisque Mathieu Ilouz va nous rejoindre dans un instant en plateau.
Et nous enchaînons à présent avec Team Invest. Nous avons à présent le plaisir d'avoir été rejoint en plateau par Mathieu Ilouz, diplômé en ingénierie financière. Mathieu Ilouz qui est l'un des 4 participants à ce programme d'apprentissage. Bonjour Mathieu Ilouz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Team Invest. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au lancement du programme d'apprentissage. 2 mois se sont écoulés. Comment se sont passés ces 2 premiers mois dans la gestion que vous avez découverte d'un portefeuille virtuel? Écoutez, ça a été, durant ces premiers mois, j'ai essayé de mettre en place une stratégie d'investissement cohérente avec mon objectif, à savoir capter de la croissance à long terme sur les marchés avec un niveau de risque modéré. Pour ça, j'ai opté pour une stratégie diversifiée qu'on pourrait qualifier de core satellite, c'est-à-dire que c'est une gestion qui est scindée en 2, avec d'un côté une partie core qui représente environ 90% de mon portefeuille, qui est géré passivement et qui se constitue d'ETF large cap sur les différentes zones géographiques. Donc sur cette partie du portefeuille, je fais le choix de faire une entrée en DCA. Donc en l'occurrence, j'investis chaque mois le même montant sur des ETF S&P 500, FTSE Europe et FTSE Emerging. Donc les mêmes ETF tous les mois avec un montant dédié à l'avance dans lequel et qui est investi sur ces ETF, quel que soit le contexte économique ou financier. C'est ça, tout à fait. Donc ça me permet d'éviter les fameux biais émotionnels qui sont bien connus en finance et qui peuvent pousser à prendre de mauvaises décisions d'investissement. D'accord. Et surtout, ça me permet de lisser mon prix d'achat et d'éviter la grande problématique du market timing, savoir trouver le meilleur point d'entrée, ce qui s'avère beaucoup plus délicat. Donc ça, c'est la stratégie core. Et il y a la partie satellite, c'est pour quand même rajouter un peu de biais émotionnel, c'est ça? C'est ça, c'est le but. Le but, c'est de tenter quand même de surperformer le marché à long terme. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une partie satellite sur environ 10% de mon portefeuille, qui se constitue de valeurs de croissance dans des secteurs plus spécifiques. Donc j'ai sélectionné certains secteurs toujours sous la forme d'ETF, comme par exemple la cybersécurité ou la robotique, par exemple. Et ça, c'était des choix de secteurs d'activité avec lesquels vous aviez une affinité particulière, ou c'est à la suite d'une analyse de tendance économique? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce choix-là? C'est en partie les tendances de marché qui m'ont mené à ça, et il y a forcément une partie plus subjective qui est à savoir ma conviction personnelle. Dernière question, Mathieu Ilouz. Donc si j'ai bien compris, on est 100% investi en ETF actuellement sur votre portefeuille virtuel? On est 100% investi en ETF actuellement. D'une part, pour la diversification que j'ai souhaité mettre au cœur de mon portefeuille. D'autre part, loin de moi l'idée de vouloir renier l'analyse fondamentale ou même l'analyse technique. Ou la gestion active, oui. C'est ça, mais je pense avoir plus de chance sur une stratégie long terme, générer de la performance en misant sur la croissance globale de l'économie plutôt que celle de certains titres en particulier. Merci beaucoup Mathieu Ilouz d'être venu sur le plateau de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes diplômé en ingénierie financière. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour Markets Academy. Nous enchaînons à présent avec Markets Academy. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les différents styles de gestion de portefeuille sur les marchés financiers. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir été rejoints en plateau par Gérard Rampeau, conférencier sur la bourse. Bonjour Gérard Rampeau. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Alors effectivement, il existe plusieurs styles de gestion sur les marchés financiers. Certains ont même des noms particuliers. On va y revenir, mais juste avant, j'avais envie de vous demander tout simplement, quand on a un portefeuille à gérer, quand on a défini son montant, quand on a plus ou moins en tête les actifs sur lesquels on a envie d'investir, est-ce qu'il y a une question qu'il faut se poser? Je sais que par exemple Mathieu Ilouz, juste avant, nous a parlé d'ETF, nous a parlé de gestion passive. Est-ce qu'il faut dans un premier temps choisir, je ne sais pas, entre gestion active et gestion passive par exemple? En tous les cas, le choix est proposé, puisque depuis une vingtaine d'années, les fonds de gestion indicielle, les Exchange Traded Funds, les ETF, proposent des gestions passives à base d'indices, c'est-à-dire que lorsqu'on choisit un de ces véhicules d'investissement, on investit à 100% dans tel ou tel indice boursier. D'accord. Donc ça permet finalement d'être toujours à fond, exposé à fond sur une stratégie, quelle qu'elle soit. D'accord. Donc oui, parce que ça va suivre la performance de l'indice en question. Totalement, à la hausse comme à la baisse. D'accord. Et c'est ça la difficulté, c'est que lorsqu'il y a des périodes de baisse, et si on est sur des fonds indiciels cotés, eh bien on va prendre l'intégralité de la baisse. Sur une gestion active, au contraire, on pourra freiner ou changer une partie de son allocation d'actifs, de l'orientation de son portefeuille. Et donc un gérant actif sera bien meilleur pendant les phases de baisse que pendant les phases de hausse, où il aura peut-être du mal à être investi à 100%, alors que l'ETF sera lui investi à 100%. Oui, parce que c'est vrai que c'est une musique
logique qu'on a souvent entendue d'ailleurs quand les marchés étaient haussiers, qui était de dire finalement il est difficile de faire mieux que les indices, que ce soit le CAC 40, le S&P 500 ou autre. Dans les phases de baisse, c'est plus compliqué. Dans les phases de baisse, c'est plus facile de faire mieux que les indices. C'est plus facile, effectivement, mais c'est plus compliqué pour la gestion passive. Oui, c'est ça. Pour la gestion passive, elle prend 100% de la baisse. Donc, ce qu'on peut simplement noter, et ça, aux États-Unis comme en Europe, on observe la même chose, les gérants actifs font moins bien que leur indice de référence parce qu'ils ont des frais, ils font des allers-retours, et les indices eux-mêmes sont investis à 100% avec relativement peu de frais. Donc, il est très difficile pour un gérant actif de battre à la fois son indice de référence et puis bien sûr les traders qui sont investis sur cet indice de référence. Alors ça, c'est la première question qu'on doit se poser quand on parle de style de gestion. Ensuite, si jamais on décide de faire de la gestion active, on peut se poser la question de l'actif en question. Mais choisir les actions ne suffit pas. Ensuite, il y a une diversité d'actions qui fait qu'il va falloir se poser d'autres questions, notamment est-ce qu'on veut des grandes entreprises ou des petites entreprises, ou en tout cas des grandes capitalisations ou des petites capitalisations? Alors là, entrent en ligne de compte deux éléments. D'abord, ce qu'on appelle la liquidité. Les marchés sont liquides, on peut revendre facilement, rapidement, sans dégradation du cours. En général, des actions qui rentrent dans le champ des grandes capitalisations. Au moins 1 milliard de capitalisation en France. D'accord. Pour les petites capitalisations, il est parfois plus difficile de revendre les titres sur les marchés heurtés. Et donc, le problème de la liquidité est le premier problème. Le second, c'est celui de l'information boursière. Si on décide d'investir sur des grandes capitalisations, dans la quasi-totalité des cas, ces sociétés sont cotées sur un marché réglementé. D'accord. Lequel les oblige à communiquer très régulièrement en matière de résultats financiers. Et donc, moi j'estime que lorsqu'on choisit des grandes capitalisations cotées sur un marché réglementé, eh bien, on bénéficie d'une meilleure protection. On rappelle d'ailleurs que quand on parle de liquidité, certaines valeurs, les grandes capitalisations cotent en continu, d'autres cotent qu'une ou deux fois par jour. Oui, on appelle ça un fixing ou fixage, disent nos copains canadiens. Oui. Et donc l'idée, c'est de confronter l'ensemble des ordres présents dans le carnet d'ordre et déterminer le cours qui permet d'échanger le plus grand nombre de titres à la vente et à l'achat. Voilà, qui concerne des capitalisations plus petites. Plus modestes. Quand on s'est posé ces deux questions, vient la question des différents styles de gestion en bourse. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, que ce soit du côté des particuliers ou des professionnels. On entend très souvent que tel ou tel est plutôt orienté sur des valeurs de croissance ou alors sur un style de gestion value. Vous allez peut-être nous expliquer ce que c'est. Quels sont les grands styles de gestion en bourse ? Bien, vous les avez cités. Le premier, celui qui est champion du monde de ces 20 dernières années, c'est le style croissance, valeur de croissance. Les fameuses GAFAM, Google, Amazon, Facebook et Microsoft, illustrent la théorie suivant laquelle, finalement, quand on est une société qui possède une technologie nouvelle, qui s'adresse à des marchés nouveaux, et lorsqu'on n'a pas trop de concurrents, eh bien, on peut croître et embellir pendant de nombreuses années. C'est le style croissance. Le second style... Donc ça veut dire, style croissance, ça veut dire investir seulement dans les GAFAM? Non, ça veut dire investir dans les sociétés qui relèvent plus ou moins du secteur des valeurs technologiques. Avec un moteur de croissance significatif. On peut aller sur d'autres sociétés. Je pense à des sociétés type L'Oréal, qui sont aussi des valeurs de croissance, ou Hermès, qui sont d'une certaine manière des valeurs de croissance, qui ont elles-mêmes une capacité à continuer à développer leur activité au niveau international. Et ce ne sont pas des valeurs technologiques, vous l'aurez remarqué. Donc des valeurs dont on considère que la croissance n'est pas finie pour le moment actuel. C'est ça, qui ne sont pas arrivées à maturité. Qui ne sont pas arrivées à maturité. Et par opposition aux valeurs dites value, décotées, en français dans le texte, pour expliquer très précisément ce que c'est. Je vais prendre un exemple. Une société cotée qui possède des actifs type quelques milliers de mètres carrés de bureaux. Bien, c'est facile de déterminer quelle est la valeur à la casse si on devait revendre la totalité du patrimoine immobilier. On divise par le nombre d'actions constituant le capital de la société, on obtient un chiffre de 100. Si on regarde le cours coté, il cote 40. Voilà une société décotée. Si on devait revendre la totalité du patrimoine immobilier, on obtiendrait une somme de 100 € environ par action. Là,
Et ça, On c'est une cote stratégie. 40. C'est une stratégie, mais qui nécessite de quoi? D'analyser les sociétés en continu, et ça va être une sorte de chasse au trésor pour trouver quelle est la société une sorte de chasse au trésor qui, à la fois, rencontre un certain succès. On trouve des valeurs décotées, mais souvent, ces valeurs décotées, elles continuent à rester décotées. Bah, c'est ce que j'allais dire, oui, c'est ça. C'est qu'il faudrait que beaucoup de monde considère qu'elles sont décotées pour que le cours augmente. Voilà. Alors, les seules années où vraiment les valeurs décotées ont fait beaucoup mieux que les valeurs de croissance, c'est après les cracks. D'accord. Le crack de 2000, des valeurs techno, médias, télécom, et le crack de 2008. Où là, en 2000, en 2001, en 2008, 2009, les valeurs décotées ou le style de gestion décoté a pris sa revanche sur les valeurs de croissance. Et ça fait pas beaucoup d'années quand même où le style valeur décotée a fait mieux que les valeurs croissance. Quand on parle de style de gestion, donc que ce soit style growth ou style value, style croissance ou style valeur décotée, qu'est-ce qui pousse vers l'un ou vers l'autre? C'est un choix de l'investisseur? C'est le contexte économique en question? Qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir l'un ou l'autre? Alors j'ai envie de répondre de deux manières. D'abord, on peut trouver des gérants qui affectionnent les valeurs décotées ou qui affectionnent les valeurs technologiques parce que leur préférence, parce que leur intérêt les amène vers tel ou tel type d'activité ou d'actifs. Et puis on a aussi le fait que la période fait qu'un gérant value va être bon. Et j'ai cité ces quelques courtes périodes où le gérant value a fait mieux que le reste des indices. Et je crois simplement qu'il y a une sorte de tendance naturelle à aller vers ce qui marche. Et ce qui marche, c'était plutôt les valeurs dites de croissance. Et donc, on cherche à les trouver. On les achète souvent très cher. Et on espère que la croissance sera toujours au rendez-vous. Donc, il y a plutôt l'idée qu'on va faire comme les autres. Et les autres qui gagnent ces dernières années, c'était ceux qui avaient adopté un style de valeur croissance. On a évoqué tout à l'heure, enfin, on a dit tout à l'heure par opposition. Ça veut dire qu'il faut forcément choisir l'un ou l'autre? Où on peut mettre en place des stratégies qui réunissent un peu le meilleur des deux mondes. Tout à fait. Tout à l'heure, votre participant Mathieu nous a expliqué qu'il avait construit son portefeuille avec à la fois une gestion passive à travers des ETF et que ça faisait près de 90% de la valeur de son portefeuille. C'était ce qu'il appelait le noyau, le cœur. Et puis quelques satellites, vous l'avez titillé là-dessus pour savoir où il allait trouver un peu d'émotion. Et il vous a dit, c'est dans le choix que je peux faire, toujours à travers d'ailleurs des ETF. Il aurait pu choisir des valeurs en direct sur j'allais dire les 10%, les 20% du portefeuille restant. Il y a beaucoup de particuliers qui construisent un portefeuille depuis de longues années comme ça, avec des valeurs dites de fonds de portefeuille, qui sont souvent des titres en direct, mais qui pourraient très bien être des ETF. Et puis quelques paris sectoriels ou thématiques qui les titillent et sur lesquels ils espèrent bien gagner un peu d'argent. Mais parfois, ils sont malheureux dans ces choix-là. C'est ça. Gérard Rampeau, autre question. Effectivement, quand on parle de stratégie, de style de gestion, est-ce que avoir une gestion court terme ou une gestion long terme, ça rentre dans une stratégie de gestion ou c'est encore autre chose pour le coup? C'est un objectif. En fait, je rappellerai ici que l'autorité des marchés financiers recommande, dès lors qu'on fait un investissement sous forme d'action, d'avoir une durée d'au moins 5 années pour se donner le plus grand nombre de chances de sortir en positif. Alors pourquoi 5 ans et pas 3 ans? 5 ans parce que nous sommes dans l'observation des cycles économiques. Dès lors qu'il y a une période de croissance économique qui en général dure un nombre d'années supérieur à la période dite de récession, où il y a au moins 2 trimestres de baisse du PIB, eh bien, comme les années de croissance économique sont plus nombreuses, sur une période de 5 ans, on espère avoir 3 ou 4 années de croissance économique qui bénéficieront à la bourse, puisque celle-ci quand même préfère pour justement améliorer ses résultats un contexte économique, mais voilà, si possible favorable. Et donc cette idée-là, c'est ça, c'est finalement sur 5 ans, on aura peut-être 6 mois, 1 an d'économie un peu en difficulté, mais on aura 4 années pour améliorer sa performance. C'est un peu ça l'idée. Donc aller en bourse pour quelques semaines, pour quelques jours, c'est prendre un énorme risque. D'accord. Donc moi, je considérerais le Conseil de l'autorité des marchés financiers comme un conseil de bon sens, se donner du temps, une période de 5 ans, qui, bien sûr, sur un plan humain, peut être
peut paraître longue, mais qui, au niveau des marchés, est une période relativement courte déjà. Se donner du temps, peu importe le type de valeurs sur lesquelles on investit, que ce soit des valeurs qu'on considère comme bon père de famille, comme ça peut être cité, ou des valeurs très risquées, ça reste une... Le problème, c'est que les valeurs peuvent changer de famille. Oui. Être longtemps des valeurs de fonds de portefeuille et se révéler tout à coup des gouffres. Moi, je me souviens de valeurs comme Alcatel, par exemple, où on a eu aussi un certain nombre de bancaires qui ont longtemps été valeurs dites de père de famille et qui se sont révélées assez casse-figure à un moment donné. Parce qu'on ne reste pas toujours le meilleur de sa classe et on n'appartient pas toujours à un secteur qui reste un secteur à la mode. Dernière question, Gérard Rampeau. Est-ce qu'on peut choisir un style de gestion et pour autant avoir un portefeuille diversifié ? De deux choses l'une, soit on a utilisé des trackers et dans ce cas-là, on bénéficie des 50, 60, 100 valeurs qui sont dans l'indice. C'est pas pour autant que ce soit très bien diversifié sectoriellement, mais il y a au moins quand même une diversification. Soit on construit soi-même son portefeuille, éventuellement avec des lignes en direct pour le noyau de son portefeuille, et on aura soin de choisir une vingtaine de valeurs, de leur accorder un poids d'environ 5%, et surtout de les choisir dans le plus grand nombre possible de secteurs. Alors, il est possible qu'on ne souhaite pas investir dans tel ou tel secteur, on a le droit, hein, ça fait partie bien sûr, de ces valeurs, oui, bien sûr, premier sens du terme, et dans ce cas-là, on exclura tel ou tel secteur, mais on essaiera quand même d'avoir 15, 16, 17 secteurs pour qu'il n'y ait pas de redondance trop importante dans le portefeuille et qu'on bénéficie vraiment d'un niveau de risque qui ne soit pas supérieur à celui du marché des actions. Merci beaucoup Gérard Rampeau d'être venu sur le plateau de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes conférencier sur la bourse. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Tendance et Figures. Et c'est parti pour Tendance et Figures. Nous allons à présent tenter de comprendre ce qu'est une figure chartiste. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir été rejoints en plateau par Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine Quesada. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Merci de nous accompagner. On va essayer de comprendre un petit peu ensemble ce que c'est que le chartisme, les figures chartistes. Et on va commencer par un sujet qu'on a déjà d'ailleurs traité dans cette émission, mais on va reposer rapidement les bases avant d'aller vers des figures un petit peu plus complexe. Une droite de tendance, tout simplement. Vous nous avez amené un graphique, on va pouvoir voir ce que c'est, vous allez pouvoir nous l'expliquer. Oui, je vous ai présenté sur ce graphique une droite de tendance haussière, parce qu'il en existe naturellement des baissières et des latérales. Là, dans l'exemple en question, c'est une droite de tendance haussière, c'est-à-dire que l'on peut tracer sous un graphique, en passant par les points bas, une droite donc, sur laquelle théoriquement, les cours auront tendance à rebondir. Alors, pour que ce soit une vraie tendance, il faut qu'il y ait au moins 3 points de contact. D'accord. Alors, c'est vrai que... Donc, 3 points bas. 3 points bas, naturellement, qui ont fait l'objet donc de rebonds par la suite. Il est vrai qu'on n'est jamais sûr que la tendance servira de support, en fait, que cette droite servira de support. Donc, il faut corriger cette droite de tendance. D'accord, au fur et à mesure des points bas qui auront été... Absolument. Étant entendu qu'on ne prendra le dernier point bas de cette tendance haussière que s'il est moins bas que le précédent. En fait, on part du point bas vraiment de la droite, pour être vraiment précis, et on s'adapte en récupérant, puisque sur une tendance haussière, il y a toujours des petits retracements baissiers qui viennent donc s'appuyer sur la grande oblique. Et donc, à chaque fois, si nécessaire, naturellement. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant sur une droite de tendance, c'est de voir aussi qu'il y a des cassures de droite de tendance. Sinon, on tricherait, on se mentirait à soi-même, en fait. Et donc là, ce graphique illustre bien cette droite de tendance qui est devenue un support haussier, un support ascendant oblique, et qui permet de matérialiser, en fait, la fin de cette tendance par des points bas qui ensuite deviennent plutôt plus bas que les bas précédents. Parce que si on prend la théorie de dos, dans une tendance haussière, on a des points hauts de plus en plus hauts, et on a des points bas qui sont eux-mêmes de plus en plus hauts. D'accord. Là, en l'occurrence, ce qui permet de déterminer que... on est bien sur une tendance haussière, dans les règles de l'art. Mais à partir du moment où le marché, où le graphique permet de voir ce que fait le marché, fait un bas plus bas que le bas précédent, en général, c'est qu'on est en train de casser l'oblique de tendance et que donc cette tendance qui était haussière, elle est en train de se retourner à la baisse. C'est l'intérêt visuel de procéder de la sorte. Alors, vous avez mentionné, Antoine Quesada, le terme de support. Est-ce qu'un support ressemble toujours à une droite de tendance ? Alors, un support, là, je vous ai pris un support horizontal parce qu'en fait, un support, c'est une zone de prix qui est tapée à plusieurs reprises et sur laquelle le marché a tendance à réagir. Là, en l'occurrence, sur un support, la réaction la plus naturelle, c'est de rebondir sur ce support. C'est-à-dire de s'appuyer
sur ces points bas. Là, vous voyez qu'on est sur une zone de prix de 12,4. Voilà. Donc c'est une zone où la valeur où le prix en tout cas va venir et va automatiquement rebondir, c'est ça? Sauf si on enfonce le support. Absolument. C'est-à-dire que on trace un support à partir du moment où le marché a déjà tapé à plusieurs reprises. Où on constate, d'accord, on le constate a posteriori, bien sûr. Tout à fait, on le constate a posteriori. Et donc, on peut se dire que si le marché a tapé 3 fois, 4 fois, 5 fois ce même niveau de prix, il est très probable, la notion de probabilité est très importante en analyse technique, il est très probable que la fois suivante, il le fasse aussi. Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'effectivement, il enfonce un support. Pour aller au support suivant. C'est ça? Pour aller éventuellement à un support suivant, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir que si on le casse, ce support deviendra une résistance. D'accord. Puisqu'en fait, il y a un effet de polarité. La personne qui a acheté à 12,40 €, pensant que ça allait monter, bon, elle est contente. Si ça redescend à 12,40 €, elle sera un peu frustrée. Si ça vient en plus à enfoncer les 12,40 €, là, elle est en perte. Et donc elle va attendre que ça remonte dessus. Elle va espérer que le marché reviendra sur son niveau de prix pour lui rendre l'argent, tout simplement. Et c'est ce comportement qui, finalement, permet de tracer des supports et des résistances, puisqu'effectivement, ce support deviendra résistant sur le même niveau de prix. Donc ça, c'est un support, mais on va voir la résistance également, où effectivement, ça, c'est à l'inverse. Voilà. Là, j'ai pris une résistance, puisque là, c'est sur une tendance latérale. Les cours ont tendance à buter sur une espèce de plafond. D'accord, aux alentours de 14, un petit peu. Voilà, aux alentours de 14. On l'a tapé à plusieurs reprises, donc c'est une zone où, généralement, il y a des prises de bénéfices. Donc l'intérêt, c'est de savoir que cette zone est une zone de prise de bénéfices. C'est ça l'intérêt de l'analyse technique. Sûr, ouais. Et donc, sur ce niveau de 14, il est très probable qu'effectivement, le marché repasse à la baisse, enfin, en tout cas retrace, parce qu'il y a des prises de bénéfices. Mais parfois, évidemment, c'est tout l'intérêt, on casse la résistance. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un potentiel haussier du fait qu'on a cassé la résistance, ou pas forcément? Non, il n'y a pas de règle. Alors là, dans l'absolu, mais vous allez voir dans le graphique suivant, on va voir qu'il y a un potentiel haussier que l'on peut quantifier. Là, sur cet exemple, basiquement, on ne peut pas forcément mesurer le potentiel haussier, si ce n'est qu'on sait que désormais, le 14 € ou dollars, je ne sais pas sur quel, va devenir un support, comme dans l'effet inverse. C'est ça. Donc en fait, normalement, ça devrait rester au-dessus, si tant est que ça se vérifie. Donc ça veut dire que là, le prochain graphique, c'est un canal pour le coup, et là, ça peut venir valider une tendance haussière, c'est ça? Alors expliquez-nous. Là, c'était un canal horizontal. De la même façon que l'on peut avoir des canaux obliques, haussiers ou obliques baissiers. J'ai pris le canal horizontal parce que c'est quand même ce qui est le plus représentatif et surtout plus puissant. Il faut savoir que les supports et résistances horizontaux sont plus puissants. Pourquoi? Parce que ce sont des niveaux de prix. D'accord. Bien sur sûr. Une tendance haussière ou sur un support ascendant oblique, ce sont des supports dynamiques en ce sens que chaque fois que le support est tapé, c'est un prix qui est différent. Donc j'ai préféré illustrer en tout cas le propos du canal par le biais d'un canal horizontal parce que c'est une notion de prix. Et donc le fait ici d'avoir donc un support et une résistance parfaitement identifiés, donc le canal doit être bien parallèle en fait. Bien sûr, oui, bien sûr. Et donc on voit bien que sur cette zone de la cassure des 14 € ici, sur la sortie de la cassure donc du plafond en fait, du canal, là l'avantage ici de cette figure, c'est qu'elle nous donne un potentiel théorique. Elle nous donne donc un parce qu'on est sorti du canal. On est sorti du canal. Par le haut. Par le haut, on en mesure l'amplitude entre le point bas du canal, si on était à 12 € et le haut du canal est à 14 €, bien on a potentiellement une forte probabilité que le marché prenne 2 € de plus. Parce qu'en fait, il va répliquer le niveau du canal. En général, c'est ce qui se produit. On prend la largeur du canal et on la reporte à la cassure par le haut ici. On aurait pu faire la même chose à la baisse, sur une cassure vers le bas. Et c'est l'intérêt d'ailleurs de cette figure en canal horizontal. C'est qu'on a une très forte probabilité que la largeur du canal puisse être reportée à la cassure. Donc ça fixe un objectif théorique, comme je l'ai mentionné sur le graphique, parce qu'on n'est jamais certain, ça serait trop beau, mais ça donne effectivement un avantage compétitif à partir du moment où on sait lire ce genre de... On va devoir s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Antoine Quesada de nous avoir expliqué en tout cas ce que c'est qu'une droite de tendance, un support, une résistance et donc mécaniquement un canal. Merci, je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi Smart Invest. Smart Invest vous a été présenté par eToro, la force du trading social.